On n'est pas obsédé en tout cas par se dire il faut absolument qu'on fasse 20-30% de notre chiffre d'affaires sur le digital parce qu'aujourd'hui on a un réseau en France de 350 magasins. Où est la demande sur le parc de magasins, sur des mangas, sur du sport? Bienvenue sur un épisode Locat TV un peu spécial. Aujourd'hui, nous sommes à Rosny, dans un nouveau magasin Célio qui vient d'ouvrir en mai cette année. Donc je suis Joël Vermorel et je suis accompagné aujourd'hui de David Teboul, qui est donc directeur général à Célio. Bonjour Johannes. Merci. Alors Célio est un client maintenant de longue date de Locad. Et alors nous sommes très heureux de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui chez vous. Alors Célio a été extraordinairement chahuté. D'ailleurs, Locad a démarré chez vous en 2020, probablement au pire moment de l'histoire des 50 dernières années de la mode. Donc nous étions en plein dans les confinements qui ont traversé l'Europe. Alors peut-être un point, les choses vont mieux aujourd'hui, mais peut-être parler un peu de ce renouveau et notamment de la vision binormal de Célio, qui est un peu que j'assimile moi au renouveau de Célio post ces périodes très dures 2020-2021. En effet, effectivement, Célio est une marque patrimoniale puisqu'elle existe depuis 50 ans sur le marché français et international également. Et les dernières années, comme vous le disiez, ont été plutôt chahutées parce que succession des gilets jaunes, des grèves, des retraites et derrière ça le Covid. Donc il a fallu à un moment donné se reposer, mettre un temps d'arrêt et repenser le modèle Célio qui connu de toute la France, de tous les Français, mais les clients ne nous regardaient plus, nous regardaient moins. Donc on devait poser un nouveau regard, en tout cas, sur la marque. Et on a fait un énorme travail de 360, je dirais, sur l'entreprise pour planifier cette transformation, ce retournement plus qu'une transformation, puisqu'on l'a fait dans un temps assez record, sur la marque Célio. Et finalement, quand on a regardé un petit peu qui étaient nos clients, parce que finalement c'était un peu ça le driver, on s'est dit les gens qui rentrent dans nos magasins, les hommes qui rentrent dans nos magasins sont des hommes normaux. C'était déjà une première évidence. Et on l'avait peut-être oublié parce qu'avec le temps, on a peut-être fantasmer la marque, d'être un peu plus ci, un peu plus ça, mais on a oublié de regarder qui étaient nos clients qui rentraient tous les jours dans nos magasins. Et de là, avec des agences qui nous ont accompagnés, on a lancé ce concept de Célio Binormal. Et qui a été un peu le squelette pour relancer toute l'entreprise. Tout ça nous a permis de retravailler nos collections, notre positionnement prix, notre business model, notre parc de magasins, notre image et je dirais tous les fers de lancement qui permettent à une marque de redevenir attractif et revenir sur le terrain de jeu du retail. Les résultats depuis 2 ans sont très bons, on a regagné énormément de parts de marché, on redevient leader sur le marché de l'homme, donc c'est plutôt de bon augure pour les années à venir. Locad accompagne Célio depuis 2020 sur les sujets supply chain. Alors supply chain en français, il y avait le terme chaîne d'approvisionnement qui est aujourd'hui un petit peu vieilli, on utilise le terme anglais aujourd'hui. Très concrètement, dans les livres de supply chain, on définit à peu près l'équilibrage de l'offre et de la demande et de tout ce que font les sociétés pour maintenir cet équilibre. Mais alors, concrètement, quand on regarde le détail d'une société comme Célio, de votre point de vue, la supply chain, c'est quoi pour vous? Alors, si on refait déjà un peu la genèse de l'histoire, comme beaucoup de retailers français, Célio a un parc de magasins assez hétérogène puisqu'on a des très grandes surfaces de 600 mètres carrés, des plus surfaces de 200 mètres carrés, des chiffres d'affaires qui diffèrent d'un magasin à l'autre. Et tout ça, finalement, aujourd'hui, demande une intelligence pour pouvoir approvisionner ces magasins de la manière la plus juste possible. Parce qu'on sait que finalement, les enjeux pour les entreprises, et encore plus aujourd'hui, c'est de
poser le moins de stock possible, de consommer moins finalement. Donc dans les grandes années, il y avait du stock de partout dans les magasins, au même niveau que ce soit un magasin qui fasse 2 millions d'euros ou 1 million d'euros. Et tout ça crée du résiduel, c'est pas bon pour la planète non plus. Et pour nous, en termes d'entreprise, c'est un cash qui est dormant dans les entreprises. Et le défi finalement sur lequel on s'était posé, c'était de se dire comment on va réinventer notre supply chain et comment les systèmes peuvent nous aider dans ces démarches-là. Historiquement, on était sur des systèmes classiques de retailer, c'est je vends une pièce, je rassortis une pièce, avec un stock posé initial qui était très fort. Quand on a repensé ce projet avec les équipes de local et les équipes de Célio, c'était de se dire comment on va mieux réassortir nos magasins et gérer, je dirais, la dernière pièce de la chaîne d'approvisionnement au meilleur magasin. Et les résultats sont assez probants puisqu'on va en parler juste après, je pense. Alors, une des choses qui est assez étonnante sur la supply chain, c'est qu'en fait, ça c'est une théorie un peu personnelle, c'est que quand ça marche bien, c'est discret. C'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire qu'en fait, un créatif dans la mode peut faire quelque chose de spectaculaire, de visuel, de mémorable, mais en fait, quelque part, la supply chain, c'est un peu étonnant. Vous voyez, quand ça fonctionne bien, c'est un très léger bruit de fond. Il faut tendre l'oreille pour se rendre compte que ça existe là. Vous voyez, c'est un petit peu comme une ventilation dans un bâtiment. Si vous tendez l'oreille, vous y pensez, puis sinon, c'est juste un léger vroom vroom de bruit ambiant. Et une des anecdotes que vous m'avez données, je trouve qui est assez illustratrice de ce phénomène, c'est que les coups de téléphone que le siège social Célio recevait de son réseau. Alors, je ne sais pas si jamais vous m'aviez parlé de cette anecdote, je ne sais pas si vous pourriez la redécrire pour notre auditoire. En fait, donc, il y a une équipe de supply chain, de gestionnaires approvisionneurs pour les magasins, qui est régionalisée et les magasins appelaient sans cesse leurs collègues au niveau de la gestion approvisionnement en disant il me manque cette taille-là, j'ai pas reçu ça, j'ai vu ça, il y avait ça sur le site, je suis en rupture sur ce produit-là. Et ça n'arrêtait pas. Et en fait, on se disait mais à ce rythme-là, il va falloir qu'on embauche encore beaucoup plus de monde pour pouvoir répondre aux besoins des équipes. Et puis, il y avait plutôt beaucoup de ressentis versus la réalité du business et la réalité de l'ambition entre ce que les commerçants dans nos magasins estiment avoir besoin et ce que la réalité, dans les faits, posait. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quasiment plus d'appels. Et pourquoi il n'y a plus d'appels? Parce que justement, historiquement, c'était majoritairement l'homme qui gérait et appuyait sur le bouton pour pouvoir dire je vais répartir tant de quantité sur ce magasin-là parce qu'il me l'a demandé et celui-là un peu moins parce que je vois que ses ventes sont un peu plus faibles. Et en fait, je pense que la réussite du projet qu'on a mené, c'est de poser de l'intelligence entre un système et des hommes. Je pense que le système seul ne fonctionnerait pas et des hommes seuls, avec le nombre de références, vous pouvez le voir au sein de ce magasin, qu'on gère, le nombre de modèles coloris qu'on gère dans une saison, ne sait pas le faire non plus. Donc c'est bien le mariage de l'homme et des systèmes et de l'intelligence des systèmes qui fait aujourd'hui qu'on arrive à beaucoup mieux approvisionner et à avoir le stock au bon endroit, dans les bonnes quantités, tout au long de l'année. Et alors, justement, en matière de complexité, c'est assez intéressant. Alors, sur le plan, c'est un peu au fond, mais un des éléments qui dynamise très très fortement Célio, c'est la mécanique des licences. Donc, pour les gens, notre auditeur qui n'est peut-être pas forcément un spécialiste, en tout cas pour les gens qui ne sont pas en France de Célio ou dans les pays d'Europe où on y trouve des magasins, il va y avoir des licences sur des mangas, tout un tas de marques, etc. Et donc ça fait un co-branding Célio plus une marque qui fait Locomotive. Et là-dessus, on rajoute de la complexité parce qu'on avait déjà toutes les gammes Célio. Et puis alors, si on décide qu'on va avoir une licence One Piece, une licence Naruto, une licence et encore, etc. etc. Et en plus, il y a un vrai dynamisme de renouvellement de licences pour avoir ce côté très très attrayant de je rentre dans le magasin, je découvre. Peut-être un mot là-dessus sur exactement comment votre vision, vous le voyez en termes de gestion de cette complexité qui est quelque chose qui, je dirais par rapport à un Célio d'il y a 20 ans, là on est sur des choses qui sont quand même
assez complexes dans leur exécution. En fait, c'est complexe mais nécessaire. En fait, aujourd'hui, notre mission, c'est d'équiper les hommes tout âge en France, puisque notre base de clients va de 15 ans à 70 ans. Donc aujourd'hui, on a cette mission de pouvoir répondre aux besoins et aux usages des hommes qui rentrent dans nos magasins. Et la licence était un bon vecteur parce que finalement, on fait du manga, on fait du sport, on fait de la musique et quand on parle aux hommes, on doit parler à leurs différents centres d'intérêt. La complexité dans ça, c'est qu'effectivement, on se raccroche à de l'actualité. Et c'est une actualité à un temps, une date de début, une date de fin. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes délais de vente, en tout cas, que sur nos produits classiques en collection, puisqu'on est sur des circuits beaucoup plus courts où les ventes doivent se faire plutôt sur 4 semaines, quand sur le reste des produits, on est plutôt sur 8 ou 12 semaines de durée de vie des produits. Donc, tout ça nous oblige à repenser nos modèles d'achat, mais également notre modèle d'approvisionnement et de se dire quels sont les magasins qui vont pouvoir écouler le plus vite ces produits-là, où est la demande sur le parc de magasins, sur des mangas, sur du sport. Et c'est là où en fait on a des variables d'ajustement entre clusters de magasins en disant on va avoir des magasins qui sont beaucoup plus vendeurs de mangas, donc on va pousser cette offre-là. On va avoir des magasins qui sont beaucoup plus vendeurs de licences de musique, par exemple, et ils auront un assortiment un petit peu différent. Donc tout ça, c'est une gymnastique au quotidien qui est faite entre la data qu'on récolte grâce à l'historique qu'on a et notre connaissance de notre part qui nous permet aujourd'hui de mieux ajuster cette offre-là et de pouvoir répondre à un taux d'écoulement, je dirais, de ces produits-là au meilleur endroit. Moi, ce qui m'interpelle sur ces sujets, c'est par rapport à toutes ces évolutions, c'est on a du logiciel temps long, comme par exemple SAP, qui je crois équipe Célio, et là, on parle de logiciels qui mettent des années à être déployés. En gros, c'est un logiciel qui a été déployé il y a une dizaine d'années. Le jour où vous voudrez basculer même sur une version suivante, ça prend facilement tout de suite 5 ans. Donc on est sur du temps long. Mais les besoins du marché, alors avec les confinements qui ont eu lieu en 2020-2021, les choses se sont accélérées de façon colossale. Mais en fait, très prosaïquement, même sans aller sur des choses un peu catastrophiques, on sent bien que la réactivité des licences, on n'est pas du tout sur le même temps. Par exemple, les changements de stratégie, eux, s'opèrent et c'est normal, sur une échelle où les gens on regarde un trimestre, 2 trimestres en avant et justement adhérer à cette vision du marché. Et alors ça pose la question de le logiciel qui doit évoluer avec ça. Et alors, pour aller là-dessus, une des choses qu'on a, je pense, fait avec Célio, c'est ce côté, je dirais, d'avoir le cas d'une recette numérique co-construite avec les équipes Célio et qui continue d'évoluer. Vous voyez, parce que là encore, c'est quelque chose qui est assez atypique. Alors, je ne sais pas si vous pourriez partager quelques éléments. Vous voyez, donc on parle de la gestion de l'approvisionnement sur ces points de vente. De ce qui a été fait et peut-être vos éléments de surprise peut-être par rapport à on va dire un éditeur local versus un éditeur logiciel plus traditionnel, vous voyez, d'entreprise, ce qui opère, je dirais, plus là encore sur ces histoires de temps long que je présentais. Le mot employé, c'est l'agilité, parce que finalement quand on parle de ERP, on est sur des structures très solides, très lourdes et sur lesquelles même au sein, quand on a mis en place un ERP, il est extrêmement difficile de pouvoir faire évoluer l'outil parce que c'est des temps longs, même sur du développement, même si vous l'avez déjà en place. Ce qu'on a aujourd'hui avec Locad et ce qu'on a avec d'autres acteurs également qui font partie de l'écosystème Célio, c'est cette capacité à faire évoluer l'outil en fonction de l'évolution du business model de l'entreprise. Et ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, on se refuse finalement de rester ancré dans quelque chose dans une structure lourde qui nous embarque sur 5 ans ou 10 ans, alors que le monde change, les modes de consommation évoluent et notre métier finalement, c'est de pouvoir y répondre au quotidien avec les partenaires et les outils qui vont bien. Un des défis sur l'implémentation, c'est on veut à la fois mettre un produit qui va performer, mais en fait, c'est une vision un peu naïve quand on dit un produit. Parce qu'en fait, on le voit bien ici, partout, c'est jamais un produit. Il y a des cohérences, il y a des structures, ça permet d'avoir des visuels, ça va être des présentations, ça va être en fait de susciter une envie. C'est quelque chose qui en fait se passe pas à l'échelle du produit. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que
quasiment toute la théorie supply chain classique, donc les bouquins, eux, ils voient les choses toujours isolées, un produit par un produit. Et peut-être un mot juste pour comprendre en quoi, par exemple, comment un magasin Célio, sur ces histoires d'implantation, comment on crée un magasin qui est appétissant, qui est intéressant. Peut-être un mot là-dessus, juste des quelques idées métiers, là encore, pour notre audience qui n'est pas familière, on va dire, avec cette vision où les choses se voient un code barre par code barre, quoi. C'est très juste ce que vous exprimez parce que finalement la richesse d'une collection posée dans un magasin, c'est le mix qui est posé. Et ce mix-là, il est composé quand on regarde notre assortiment, de produits plus basiques, de produits plus tendance, de gamme de couleurs. Et on sait que historiquement, et c'est toujours encore le cas, pour pouvoir vendre un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, il a besoin d'un assortiment de gamme de couleurs, il faut qu'il soit gammé pour donner envie. Si je rentre dans un magasin qui est tout blanc, tout noir, tout gris, est-ce que ça va susciter l'envie au consommateur? La réponse est non. Donc on doit travailler ce mix d'assortiment à la bonne dose en fonction des potentiels de vente du magasin pour qu'il y ait cette attractivité dans l'offre qui puisse opérer et cette magie finalement que quand le client rentre, il se dit waouh, il y a du choix, il y a de l'abondance, il y a de la couleur et ça me donne envie. Et même si à la fin, 80% de vos ventes vont toujours se faire sur vos produits avec des coloris plutôt de base, le noir, le blanc, etc. Mais ce qui a permis de déclencher l'acte d'achat, c'est tout l'environnement que vous créez autour. Alors peut-être pour conclure un peu cette discussion, aujourd'hui donc la distribution physique a été très chahutée sur 2020-2021. On s'était même retrouvé dans une situation presque un peu injuste où on fermait les magasins physiques pour laisser les grands e-commerce opérer. Comment vous voyez, vous, un peu le futur de, je dirais, la distribution mode homme, voyez, le rôle, parce que Célio a aussi un e-commerce. Comment vous voyez un peu le futur de cette enseigne et dans ses modalités de vente et d'expérience client? En fait, aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, on va parler des différents touchpoints qui vont toucher le consommateur et end-to-end, c'est-à-dire la première image qu'il va voir sur les réseaux sociaux, de la newsletter qu'il va recevoir, de sa visite sur le site e-commerce et sa visite derrière ça ça va déclencher en magasin. Donc on va parler d'omnicanalité, d'omni-client, c'est un peu finalement les termes qu'on emploie. Moi j'aime bien cette notion d'omni-client parce que c'est finalement notre ambition, c'est de connaître mieux nos clients pour pouvoir mieux leur répondre. Et quand on parle d'omnicanalité, omni-client, le site, oui, on a du digital, on a du e-commerce comme tous les retailers, mais on n'est pas obsédé en tout cas par se dire il faut absolument qu'on fasse 20-30% de notre chiffre d'affaires sur le digital parce qu'aujourd'hui on a un réseau en France de 350 magasins et notre mission, c'est la mission de nos commerçants dans les magasins, c'est de faire venir du monde dans nos magasins et garder ce contact humain. En revanche, l'expérience se prépare. On sait que 70% de nos clients qui viennent en magasin ont été déjà sur le site. Donc en fait, il y a toute cette expérience client. Là, elle démarre bien, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux. Elle se finit en magasin avec tout ce schéma, toute cette boucle qui permet de positionner ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur Célio comme ambition sur les années à venir, on voit des magasins plus grands, comme vous le voyez ici aujourd'hui, avec un choix large. Pourquoi un choix large aussi? C'est pour être beaucoup plus captif, c'est pour répondre aux besoins de nos clients. Et finalement, plus vous avez de choix, plus vous avez des grands magasins, moins vous laissez vos clients aller à la concurrence et vous les gardez beaucoup plus longtemps dans la marque. David Teboul, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci Johannes.